C'est démarré. Alors, bonjour à toutes et tous qui êtes en cheminement de certification du modèle Audace. Nous avons pensé, Jasmine et moi, de faire un enregistrement d'une simulation, d'une interprétation des résultats Audace pour que vous voyez la mécanique que j'utilise lorsque je fais la remise des résultats à une personne. Évidemment, il faut bien comprendre qu'on est dans une simulation. Le rapport qu'on va regarder n'est pas le vrai rapport de Jasmine, mais plutôt un rapport qu'on a composé avec un ensemble de réponses constituées de répondants au questionnaire. Et comme c'est un peu artificiel, il y aura des interruptions de temps en temps du déroulement où je ferai des parenthèses pour expliquer aux gens pour quelles raisons je viens de poser tel type de question. J'amènerai à l'écran un PowerPoint, de même que le résultat du questionnaire sur lequel nous allons nous pencher. Et donc, consécutivement à l'interprétation, c'est un peu artificiel dans ce sens-là, mais soyez assurés que ça ressemble énormément à une période de remise de résultats à ce moment-ci. Alors, étape numéro un, que je vais poser une série de 3 questions à Jasmine. On suppose qu'elle vient de compléter le questionnaire Audace. C'est des questions que vous avez vues dans le bloc 2. Je les reprends ici pour que vous compreniez que ce sont des questions d'Amos qui mettent le client en disposition de recevoir ses résultats. Alors, bonjour, Madame Jasmine. Bonjour. Pour l'entrer en matière, j'ai 3 questions pour vous à l'égard de la remise des résultats. Première question, c'est j'aimerais ça que vous me disiez qu'est-ce qui vous a amené à vouloir compléter le questionnaire Audace? En fait, je voulais avoir une meilleure connaissance de moi-même, peut-être être plus résiliente, puis c'est ça, comment mieux résister au stress. Là, je suis vraiment stressée ces temps-ci. D'accord. Est-ce que auparavant, vous avez déjà passé des questionnaires psychométriques, peu importe le nom, il y en a plusieurs Euh, sortes. Vous êtes déjà exposé à cette démarche? ouais, ben j'ai déjà fait le MBTI, puis le test de préférence cérébrale Herman. OK. Et avez-vous été satisfait des résultats obtenus par ces tests-là? Qu'est-ce que vous avez retenu ou utilisé par la suite avec... Ben, je trouvais qu'il y en a qui me parlent. Il y en a un qui me parlait plus là, que l'autre. Là. J'avais bien aimé les couleurs de Herman. C'était simple, mais j'avoue que je savais pas trop quoi faire avec ça. Ça me représentait, mais je savais pas trop quoi faire après, là. Mhm. OK, c'est bon. Alors, nous, aujourd'hui, on va passer un test, on va regarder les rapports d'un test qui s'appelle Audace. Est-ce que vous en avez, bien, vous l'avez complété, évidemment, donc vous en aviez entendu parler. Euh, Est-ce que vous voyez qu'il y a une différence entre les tests que vous avez passés et celui-ci? Est-ce que vous savez où on s'en va avec ça? Mhm. Ben, je vois qu'il y a une différence parce que Audace, ben, que j'ai trouvé d'unique différence, c'est qu'il était en deux volets, deux versants. Mais c'est ça, à part ça, je sais pas trop c'est quoi les différences là, que vous pourriez nommer entre Audace puis les autres tests que j'ai complétés, donc le MBTI puis le Herman. Peut-être que c'est différent aussi avec d'autres tests, là. Peut-être m'en parler aussi, c'est quoi la différence, ouais. D'accord. Bien, je vais résumer brièvement la différence fondamentale des outils psychométriques tels que la MBTI, Ehrman, Truecaller, des tests comme ça s'arrêtent beaucoup aux traits de personnalité ou au tempérament des individus. Donc, on obtient comme ça une photo assez stable de l'individu dans son comportement dans sa vie quotidienne. Audace n'a pas la prétention de mesurer des traits de personnalité. Il s'intéresse aux stratégies utilisées par la personne pour composer avec les défis de la vie. Mhm. Et les stratégies en question vont se modifier selon que la personne est exposée à du stress aigu ou est plus dans un environnement où elle est en période de contrôle, où il n'y a pas de stress induit à ce moment-ci. Et c'est pour ça qu'on fait 2 lectures. Une lecture en mode, disons, de détente et une lecture en mode d'exposition à un stress aigu. Et on regarde comment les comportements se modifient consécutivement aux 2 types d'environnement. Alors, en résumé, le test Audace, à la différence des traits de personnalité, l'image que je pourrais utiliser, les tests de personnalité prennent une bonne photo des individus. Mhm. Audace fait plus une vidéo. Il regarde la mouvance de la personne lorsqu'elle est exposée à 2 types d'environnement. Mm.
Intéressant. Alors, pour les certifiés, je m'interromps brièvement ici. Je vais mettre à l'écran le partage d'écran euh, pour qu'on voit bien les raisons, le rappel des raisons pour lesquelles on avait posé ce type de questions-là en amorce. Et donc, vous avez ici ce qu'on avait vu au bloc 2. Alors, voici les trois questions que j'ai posées à Jasmine. Que désirez-vous obtenir comme résultat optimal en complétant le questionnaire Audace? Qu'avez-vous déjà expérimenté comme démarche semblable auparavant? Et cela a-t-il bien fonctionné pour vous? Cela a-t-il donné peu de résultats? Expliquez les raisons. Vous vous souvenez peut-être que posées dans cet ordre, ces questions vont permettre à la personne coachée de lier directement les efforts investis auparavant. Alors, c'est la question 2. Qu'avez-vous déjà expérimenté auparavant? Donc, cette personne-ci a été exposée à deux types de questionnaires auparavant. Ça veut dire qu'elle avait un intérêt de démarrage pour une meilleure connaissance de soi. Si c'est elle-même qui a décidé de passer le questionnaire, peut-être que ça lui a été imposé, mais pour le moment, on va prendre l'hypothèse que c'est d'elle-même qu'elle avait décidé de compléter le questionnaire. La question numéro 1, qu'est-ce qu'elle espérait obtenir en complétant le questionnaire? Elle nous a dit meilleure connaissance de soi, euh, meilleure gestion du stress. Donc, c'est le résultat souhaité. Et on peut supposer ici que le résultat souhaité est nourri par la valeur qu'elle accordait comme importance à la démarche. Et cela a-t-il bien fonctionné pour vous? Ça permet de réfléchir à l'efficacité ou l'inefficacité de la démarche et d'en débusquer les raisons. Donc, vous pouvez comprendre ici à la question 3 quels étaient les déclencheurs de motivation de la personne et les déclencheurs de motivation ont-ils trouvé réponse ici? Est-ce que la personne est satisfaite, moyennement satisfaite ou insatisfaite des résultats? Et vous pouvez creuser ici quelles sont les raisons qui feraient en sorte que la personne a été déçue ou complètement d'accord et enchanté par les résultats à ce moment-ci. Donc, vous avez une espèce de proposition là, pour explorer les tenants et aboutissants de la position de la personne à cet égard-ci. Une fois que ça a été fait, je vous suggère de poser les questions suivantes à la personne qui vont comme ceci. Et là, on va demander, on a préparé évidemment ces réponses-ci en faisant la simulation. Mais ce que j'ai dit à la personne, c'est notez dans chaque boîte ci-dessous les activités qui engendrent de l'ennui ou une perte de sens chez vous et celles qui mènent à des tensions et du stress, cette boîte-ci. On peut supposer que les activités qui vont être mentionnées ici sont des situations qui vont diminuer le niveau d'énergie de la personne et les situations ou des environnements qui sont ici vont être des situations qui vont épuiser le niveau d'énergie de la personne. On pourrait penser que ces activités ici et ici risquent de ressortir dans le volet vulnérabilité du questionnaire Audace. Vous vous souvenez qu'on a le questionnaire, la portion stabilité, la portion vulnérabilité. Quand la personne est ici et elle est ici, ça pourrait la faire glisser dans les 5 facteurs vers la vulnérabilité. Et dans l'espace ici, au centre, ce qu'on dit, c'est qu'entre ces deux boîtes se trouvent des activités qui sont sources de plaisir et d'intérêt. Elles correspondent à vos dispositions naturelles et vous procurent de l'énergie. Et ceci risque de ressembler au résultat du mode de stabilité du questionnaire Audace. Et on demande à la personne de lister des activités. Alors, dans la simulation qu'on a fait ici, la personne a dit que ce qui lui faisait perdre du sens, c'était les tâches répétitives et ne pas être reconnu à sa juste valeur. Ce qui créait de la tension, c'est pression de la performance, surcharge de travail, problèmes financiers. Et on peut penser que ce type d'environnement-là va se répercuter au niveau du résultat de vulnérabilité. En fond, J'avais une c'est question, Lionel, excuse, en répondant à ça. Est-ce que c'est vraiment des situations au travail ou ça peut être dans la vie en général?
En vie personnelle, OK. évidemment, oui, c'est une bonne question parce qu'ici, on peut penser que les problèmes financiers ne sont pas nécessairement rattachés au travail, mais exercent une pression sur la personne. Et on les prend, les activités, c'est une très bonne question, autant au plan professionnel qu'au plan personnel à ce moment-ci. Parfait. C'est une option, c'est pas obligatoire là, pour les certifiés d'utiliser l'exercice, mais, oups, pardon, je ne sais pas ce qui est Je pense que arrivé, mais on va le reprendre. Tu le vois toujours, Jasmine, oui, oui? c'est bon. Ainsi qu'elle a disparu. Euh, et ça ouvre un dialogue intéressant aux gens qui vont reconnaître que oui, ils peuvent se retrouver ici, ils peuvent se retrouver ici, mais vous pourriez demander à quelle quantité ou à quel degré ces deux environnements-là sont vécus dans leur vie. Et on va donc voir que la partie vulnérabilité est plus ou moins présente dans leur vie selon les circonstances auxquelles ils sont exposés. Et la personne nous a dit, ce qui lui donnait de l'énergie, c'est faire du sport, rencontrer des amis, faire de nouvelles rencontres, accomplir des tâches stimulantes. Et dans ce cas-ci, je la questionnerais, évidemment, là, ce ne sera pas le propos aujourd'hui, je la questionnerais sur les tâches stimulantes qu'elle préfère accomplir, pourquoi ça fait du sens pour elle, comparé à des activités qui font moins sens pour elle. Donc, c'est une entrée en matière avant la remise des résultats à cet égard-ci. Parfait. Donc, on va amener à l'écran maintenant la simulation du rapport. C'est pas le bon, évidemment. On va aller chercher l'autre. Voilà. Alors, je vous rappelle, c'est important, là, c'est une simulation, ce n'est pas le rapport audace de Jasmine. Alors, on reprend notre simulation. Alors, Madame Jasmine, voici vos résultats du questionnaire audace. Et comme vous voyez ici, c'est écrit sommaire. Mhm. Et donc, dans la première page, je vous présente le sommaire de vos résultats, tandis que une fois qu'on aura pris connaissance du sommaire, je vais aller dans les nuances, dans le détail pour vous expliquer davantage la portée de vos résultats. Donc, il y a deux façons de procéder. Mhm. Soit que je vous présente la page sommaire en premier lieu, et après, on va dans les nuances avec ce qu'on appelle des sous-échelles. Ou si vous préférez, je peux prendre un facteur de la page du sommaire, vous le présenter, et je peux faire après ça l'interprétation de la sous-échelle immédiatement. C'est vraiment un choix de votre part de quelle approche fait le plus de sens pour vous. OK. Je sais pas trop. Moi, j'aurais peut-être commencé par le sommaire, mais selon toi, c'est quoi la meilleure façon, la plus intéressante? En fait, si je vous résume ça, en commençant par le sommaire, ce que ça donne, c'est vraiment la carte maîtresse que vous utilisez dans la vie pour vos activités en lien avec situation peu de stress ou beaucoup de stress. Mhm. Et donc, c'est l'image publique que les gens voient en premier. Et donc, ça donne le global. Et après, on s'en va dans les détails. Mais il y a des gens qui disent, bien, moi, j'aimerais comprendre immédiatement la nuance. Le côté avantageux de ceci, c'est que la personne perçoit tout de suite la profondeur de ses comportements associés Mhm. avec les facteurs. Alors, c'est vraiment votre choix. En général, je préfère commencer par l'interprétation globale, puis on va là par la suite. Mais si vous dites, au fur et à mesure que je l'interprète, j'aimerais savoir le détail immédiatement, on n'a pas On pour peut y le aller dedans, OK. scénario numéro 2. Ben, D'accord. commençons par le sommaire, c'est bon. D'accord. Alors, je vous rappelle qu'il y a 5 facteurs audaces qui ont été pris en mesure. Il y a l'optimisme, l'autodiscipline, l'adaptabilité, le sens des autres et votre capital énergétique. Et on va prendre en considération les 5 éléments et je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Alors, en ce qui concerne l'optimisme, ce qu'on constate, c'est que par beau temps, lorsque vous n'êtes pas soumise à un stress aigu et que vous êtes en contrôle de la situation, ce qui vous caractérise, c'est de faire une démonstration
de ce qu'on appelle l'optimisme naïf. Et il Mhm. faut bien comprendre que chacun des facteurs présente un pôle positif et un pôle négatif quand il est surutilisé par la personne à l'exclusion des autres dimensions. Alors, vous avez une tendance à surestimer la probabilité que de bonnes choses se produiront, c'est-à-dire que vous êtes habité par ce qu'on appelle la tendance à être très, très positive dans la vie, regarder la vie avec positivité et Mhm. en vous disant que l'avenir va se dessiner de façon positive pour vous. Est-ce que tu as un exemple de c'est quoi Oui, être ben, optimiste naïf concret? un Ouais. exemple, ça pourrait être, par exemple, de dire je suis sûr que si je prends tel programme d'études en parallèle du travail que j'effectue, ça Mhm. va me permettre de devenir chef de département OK. dans l'entreprise où je travaille. Et c'est pas dénué de sens parce que votre investissement au niveau des études pourrait vous amener éventuellement ce résultat-là, mais vous risquez d'être habité par une certitude, une positivité qui fait, je suis sûr, ça va fonctionner. Mhm. Donc, il y a un aspect positif ici qui, s'y est pris seul, sans considération des autres impacts, pourrait amener à des illusions parce qu'on va dire ça ne marchera pas nécessairement comme ça. Mhm. Quand vous êtes exposé à des situations de stress, vous reprenez pied davantage dans le réel en considérant les obstacles sur votre chemin. Donc, c'est toujours une disposition positive à l'égard du futur, mais additionnée de prise en compte des obstacles. Et comme vous voyez, il y a des pourcentages ici. Les pourcentages sont sur une échelle de 100. Mhm. Alors ça, c'était votre carte dominante chez vous lorsqu'il y a beau temps. Et vous glissez, on appelle ça un comportement d'ajustement vers un optimisme réaliste, qui est une bonne nouvelle en soi. Ça veut dire que vous avez toujours le projet de devenir directrice de département, mais c'est additionner des obstacles possibles qui pourraient se dresser sur votre chemin. C'est ce Mhm. qu'on constate pour le moment. Donc, c'est mieux que je revienne vers le réalisme que j'aille trop dans l'optimisme naïf, par exemple. Oui, effectivement. Ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est que à la lecture de ces résultats-là, on est en présence de ce qu'on appelle un modèle probabiliste. Il est probable que vous vous comportiez comme ça dans tel environnement. Il est probable que vous vous comportez comme ça dans tel environnement. Mais ce sont des hypothèses. Donc, tout à l'heure, je vous donnerai des exemples concrets de ceci. Vous serez à même de dire oui, ça fait du sens pour moi ou ça fait moins de sens pour moi. D'entrée de jeu, ce qu'on voit, c'est qu'ici, vous faites un gain au niveau de l'optimisme réaliste par mauvais temps et vous Mhm. acquérez donc ou vous disposez d'une stratégie de rebond pour faire face, composer avec le stress auquel vous êtes soumis ici. Parfait. Dans le deuxième, qui concerne l'autodiscipline, spontanément, lorsque vous êtes par beau temps, vous manifestez de l'inconstance. Donc, l'inconstance est beaucoup reliée à la valeur que vous accordez aux objectifs poursuivis. Mhm. Ça veut dire que vous vous investissez dans un projet, mais au fur et à mesure que le projet prend forme, vous êtes en questionnement par rapport à la valeur du projet. Est-ce que ce projet-là est en cohérence avec mes valeurs? Est-ce que ça vaut la peine que je m'investisse là-dedans? Jusqu'à quelle hauteur? Donc, ça touche beaucoup la dimension ici de la gestion des priorités et de votre système de valeurs. Dans quelle mesure il rencontre ici l'objectif? Et quand l'urgence se manifeste, par exemple, votre employeur pourrait vous dire, il faut vraiment terminer ce projet-là, sinon il risque d'y avoir une baisse de performance dans notre organisation, des conséquences au niveau des employés, même allant jusqu'à des pertes d'emploi. À ce moment-là, vous devenez extrêmement focalisé sur la poursuite du projet. Vous mettez un peu de côté votre système de valeurs. Il pourrait à l'occasion y avoir des antivaleurs qui se manifestent, mais vous plongez quand même en vous disant, dans ma gestion des priorités, il est urgent et important que je fasse ceci. C'est vrai que quand je suis sous pression, je suis vraiment plus disciplinée, je trouve. Discipliné, fait que ça fait sens pour vous. Oui. Parfait. Le troisième,
concerne l'ouverture au changement, l'adaptabilité, la flexibilité cognitive, la flexibilité psychologique. De nature, ce qui vous est caractérisé ici, c'est que vous êtes plus en mode de recherche de stabilité. Vous adhérez davantage à la dimension de la permanence dans le temps de vos pratiques habituelles. Donc, vous pourriez avoir des difficultés à prendre des décisions devant des situations ambiguës, tendance à utiliser les mêmes méthodes de faire. Donc, chez vous, l'hypothèse qu'on a ici, c'est que votre besoin de sécurité est alimenté par le fait de rechercher de la stabilité. Et quand l'environnement devient très perturbant au niveau de l'accélération des changements, vous risquez même de mettre davantage les freins. Cependant, lorsque l'urgence se manifeste, votre employeur pourrait vous dire, par exemple, si on n'utilise pas de nouveaux types de logiciels, si on n'accueille pas du changement organisationnel, structurel au niveau de nos équipes, vous êtes mis en danger et à ce moment-ci, vous faites un peu plus d'ouverture au changement, mais vous demeurez incertaine. La question qui va vous habiter, c'est si j'accepte d'aller vers le changement, est-ce que j'ai les compétences voulues? Est-ce que j'ai le talent voulu? Est-ce que l'employeur va me fournir les outils pour que je puisse composer avec les défis du changement? Donc, ici, il y a une petite inquiétude qui se manifeste, mais vous faites preuve d'ouverture, mais en questionnant constamment le milieu en disant, êtes-vous sûr? Et ça touche ici ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Il peut y avoir un doute ici à l'égard de votre capacité à composer avec le changement, mais vous voulez donner une chance au changement en disant, je comprends qu'il y a urgence et que je dois donc m'ajuster à un changement structurel au niveau de l'entreprise, mais j'en subis les conséquences moi-même au niveau psychologique. OK. On dirait que je suis pas tout à fait sûre de comprendre l'incertitude. Est-ce qu'on peut aller voir le facteur? Oui, on va aller voir immédiatement les facteurs d'adaptabilité. Donc, ce qu'on voit pardon, ici, en mode stabilité, vous voyez, vous avez 78 et ce qu'on dit à 78 c'est que la plupart des caractéristiques de ce facteur peuvent vous être attribuées. Alors là, ce qu'on dit, c'est que la rigidité a comme conséquence, pardon, la rigidité a comme conséquence que face à une situation changeante au travail, vous devenez hésitant quand vous êtes persuadé que la maîtrise totale de la situation est la seule manière d'en assurer le succès. Face à des situations changeantes au travail, vous pouvez douter de votre réussite dans votre environnement, dans un environnement instable. OK. C'est approprié parce que ça favorise un maintien des pratiques éprouvées. Vous pourriez dire à votre environnement ou à votre milieu ou à vos collègues ou au patron, on n'a même pas terminé de compléter l'implantation du dernier projet, puis vous voulez déjà aller vers un nouveau projet. Donc, il y a de l'avantage et des avantages à faire ceci. Le problème, c'est que vous utilisez exclusivement ceci. Vous voyez que vous êtes en zone 2 ici. Oui. En incertitude, vous avez quelques comportements que vous manifestez. En adaptabilité, à peu près aucun comportement. Donc ici, si vous utilisez exclusivement cette dimension-ci, fermeture obsuse à tout changement, retour sur refuser toute incertitude ou ambiguïté. Est-ce que vous reconnaissez dans cette posture-là de dire, moi, j'ai besoin de stabilité dans la vie pour assurer, donner mon sentiment de sécurité? Est-ce que Ouais, vous ben je dirais que ouais, je m'y reconnais, mais je comprends quand même qu'il faudrait que je fasse preuve de plus d'adaptabilité, là. S'il y a des changements qui arrivent dans l'entreprise, il faut que je les accepte puis que je Oui. m'adapte à ça, en fait. En fait, ce qu'on suggère comme plan d'amélioration, c'est planifier les imprévus. Il est possible de prévenir des effets négatifs des imprévus en les considérant comme quelque chose qui va sûrement se produire. Cela vous sera un stress inutile. Dans le fond, c'est comme se doter d'un plan B ici. Vous dites, je comprends bien, je vois les signaux, il est en train d'arriver du changement. Comment pourrais-je vivre avec ceci? Et ce qu'on constate, c'est que lorsque vous prenez connaissance de cette dimension-ci, vous maintenez un niveau de rigidité, Je reste quand même, c'est ça, dans la mais recherche. vous l'additionnez d'incertitude. Alors, ça, il y a un enrichissement donc de cette posture-là.
Vous ne passerez jamais, si on se fie au résultat, à une ouverture totale, mais vous êtes capable de jouer dans cet ingrédient-ci. Et quand on combine les deux, et c'est là que vous faites un gain, ces scores complémentaires laissent entendre que l'imprévisibilité et l'impermanence des événements vous déstabilisent fortement. Il vous est difficile d'accepter les changements dans l'environnement. Les événements inattendus à forte intensité peuvent miner votre confiance que vous pouvez exercer un certain contrôle sur eux. Donc, l'idée ici, c'est prenez conscience de l'impact de votre incapacité à changer les conduites, même si celles-ci vous éloignent de vos objectifs. Analysez votre dialogue intérieur, imprégné de biais cognitifs et confrontez la réalité. Alors, si vous êtes d'accord par la suite, si jamais vous voulez qu'on fasse un mouvement d'acquisition de stratégies intéressantes, je vais vous proposer qu'on travaille vos biais cognitifs. Alors, tout individu est détenteur de biais cognitifs qui ont le défaut d'induire une mauvaise lecture de l'environnement. Et on verra à la fin sur quel facteur vous aimeriez travailler davantage pour solidifier votre capacité de rebondissement. Et si on allait sur le facteur ici, mais on travaillerait vos biais cognitifs, le discours intérieur, etc. C'est ce qu'on fait comme proposition. Donc, à la fin, je vous ferai une proposition de travail sur un itinéraire de progrès à l'égard des 5 facteurs et vous serez en mesure de dire c'est sur celui-ci que je les ai travaillés davantage, c'est sur celui-ci que je les ai travaillés davantage. C'est bon. Le sens des autres est un facteur qui prend en considération votre relation aux autres et qui le regarde avec la notion de confiance et de méfiance. Donc, votre tendance à vous, quand on regarde ici la neutralité, ça décrit une tendance à fluctuer entre le pôle de confiance et le pôle de méfiance à l'égard des autres. Ça veut dire que vous êtes en mesure de faire confiance aux autres, mais vous allez accorder votre confiance à la condition que les autres vous inspirent confiance. Donc, vous êtes habité par un certain nombre de critères et on va parler ici d'une confiance conditionnelle. Vous allez dire à l'autre, je vous fais confiance à condition que vous rencontrez ces critères-là. Les critères pourraient être, par exemple, que les gens tiennent parole, qu'ils soient ponctuels, peu importe. On est tous habités par un certain nombre de critères de confiance. On appelle ici dans le modèle Audace les harnais de confiance. Je pourrais vous les montrer, lesquels j'ai utilisés. Par contre, lorsque vous êtes soumis à un grand stress, vous entrez dans un mode de méfiance à l'égard des autres. Les critères de confiance, vous avez ici, s'amenuisent et faiblissent. Et là, vous entrez dans une méfiance spontanée. Alors, si on faisait une mise en preuve de ceci, je vous demanderais, est-ce que vous pouvez me donner des exemples dans le passé où vous avez été soumise à un grand stress et vous vous êtes rendu compte que votre niveau de confiance à l'égard des autres chutait énormément? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'ai pas d'exemple en particulier, mais est-ce que tu as une situation, toi, peut-être, qui pourrait me rappeler Ici, ça? je fais une parenthèse là, pour les certifiés Audace. Il est intéressant de demander aux clients des mises en preuve au cours des 3 derniers mois ou aller plus loin dans le temps, d'exemples où la personne a senti qu'elle entrait dans un mode de méfiance. Et rappelez-vous que dans ce facteur-là, ce qu'on a introduit comme élément, c'est les capacités de faire confiance et la trahison. Donc, ce que je pourrais demander à la cliente, si elle a décidé à donner des exemples au niveau de la méfiance à l'égard des autres, de situations personnelles ou professionnelles où elle a été victime de trahison. Et vous vous souvenez qu'on avait regardé le volet trahison majeure, mineure, intentionnelle, non intentionnelle. Et là, elle va prendre conscience, parce que considérant qu'on a tous été victimes de trahison dans la vie, d'incidents de trahison qui a généré du stress chez elle et qui a fait en sorte que la confiance s'est écroulée. Et là, on va lui demander, est-ce que vous avez eu des stratégies pour remettre un dispositif de confiance à l'égard des autres? Et on va donc toucher ce thème-là, la confiance-méfiance. Fin de la parenthèse. On arrive au niveau de l'énergie de la personne et on constate, Madame Jasmine, que vous possédez un haut d'énergie de résilience mentale durant le travail.
Mais lorsque vous êtes exposé à un stress aigu, de longue durée, intense, ce qu'on constate, c'est que vos réservoirs d'énergie s'épuisent. Mm. Et c'est l'énergie affaiblie qui commence à se manifester, risque de ne pas utiliser son plein potentiel pour surmonter un obstacle et continuer. Donc ici, je vous ramènerais qu'on est détenteur comme individu de 4 réservoirs d'énergie. Vous avez l'énergie physique, qui est la qualité du sommeil, le repos, la nutrition, prendre soin de soi par des exercices. Vous avez l'énergie émotionnelle, c'est-à-dire êtes-vous surtout habité par des émotions positives ou des émotions négatives. Vous avez l'énergie mentale, c'est-à-dire que c'est le discours intérieur qu'on se tient à soi-même. Et vous avez l'énergie motivationnelle qui est constituée des déclencheurs de motivation qui vous caractérisent et votre système de valeurs. Mhm. Ce qu'on prétend ici, c'est qu'aussitôt qu'un des 4 réservoirs s'affaiblit, ça vient impacter votre niveau global d'énergie. Et comme c'est un système interconnecté, si votre énergie est faible, ça risque de venir bouleverser les autres éléments qui sont ici. Mhm. Est-ce que quand vous vous retrouvez ici, vous auriez tendance à dire que c'est votre réservoir d'énergie physique qui s'affaiblit davantage, émotionnel, motivationnel ou mental? Lequel vous affecte? Je dirais peut-être plus motivationnel. Par exemple, tantôt, j'avais nommé que la surcharge de travail, puis la pression de performance, on dirait que ça m'enlève la motivation plus que ça m'en donne. Parfait. Alors, on va donc aller constater ça en premier lieu avec votre énergie. Vous voyez ici, votre niveau d'énergie était très élevé et ça indique donc que face aux défis rencontrés, vous disposez d'une bonne réserve d'énergie. Et on y voit donc qu'il y a proactivité et résilience. D'entrée de jeu, je dois vous dire que si vous aviez eu un résultat élevé ici et que le résultat serait demeuré élevé en vulnérabilité, le danger, vous le voyez ici, il aurait pu y avoir ignorance ou refus de ces limites. Les individus qui ont ici, qui ont des niveaux d'énergie extrêmement élevés par beau temps et mauvais temps, ce qu'il faut leur dire, c'est d'apprendre à lever le pied un peu et à faire de l'économie d'énergie. Sinon, il y a risque de surmenage. Ce n'est pas votre cas. Donc, on voit ici votre niveau d'énergie élevé. Quand il y a de la fatigue qui s'installe, vous pouvez vous rabattre sur un peu d'énergie moyenne et très peu d'énergie faible. Ce qu'on constate en mode stress, c'est que lorsqu'exposé à un stress aigu de longue durée, votre énergie s'affaiblit ici, vous passez par l'énergie moyenne et vous aboutissez en énergie faible. Par contre, il y a un avantage à ceci, c'est que ça permet de reconnaître ses limites d'énergie disponible. Donc, il faut apprendre à prendre soin de soi ici lorsque ça se manifeste. Et là, vous me dites que c'est surtout le réservoir d'énergie motivationnelle qui s'affaiblit. C'est quelque chose qu'on devrait travailler ensemble éventuellement, c'est-à-dire votre système de valeurs, vos déclencheurs de motivation, et qu'est-ce qui fait que dans votre environnement, considérant le stress, vos valeurs sont mises à mal dans l'environnement. Mhm. Puis je vois aussi que mes pourcentages en vulnérabilité sont assez proches. Est-ce que ça veut dire que je peux passer d'un à l'autre facilement? Bien, c'est-à-dire que si vous ne trouvez pas le moyen de rectifier le tir ici, ça va s'amplifier sur le OK. long terme. Donc ici, on est quand même dans la zone 2, c'est-à-dire que la plupart des caractéristiques de ce facteur peuvent vous être attribuées face aux défis rencontrés, manifestant un état de résignation qui favorise la prise d'initiative. Vous ne parvenez pas à vous mobiliser et vous pourriez rester là-dedans. Donc, le conseil ici, c'est la première chose à faire, identifier les causes majeures de votre baisse d'énergie. Les causes sont-elles principalement externes, fatigue réactionnelle, ou internes, pardon, fatigue émotionnelle ou mentale? Recensez les répercussions des situations qui vous épuisent. Quelles actions concrètes pouvez-vous utiliser? Et c'est ici qu'on va essayer d'apprendre, de découvrir des stratégies pour que vous preniez davantage soin de vous, parce que sur le long terme, ça risque de mener à du surmenage et à de l'épuisement. Et vous allez avoir des comportements de survie ici.
si on demeure exclusivement dans ce volet-ci. Puis la On sait fatigue motivationnelle, c'est plus interne, j'imagine? Oui, absolument. C'est plus interne, mais ce qui provoque la baisse d'énergie motivationnelle, c'est souvent les facteurs externes qui vont provoquer ça aussi à l'interne, parce qu'on vous donne des dossiers qui ne sont pas à la hauteur de votre talent. On vous retire des dossiers intéressants, par exemple, c'est au travail, et l'ennui va commencer à se manifester, et une forme de démotivation, de désengagement va s'en suivre. Et donc, comme ça, c'est la base de la pyramide, il m'apparaît important que dans les suggestions qu'on verra tout à l'heure, de venir s'intéresser à cette dynamique-ci. Si je refais un bref retour sur le mode du sens des autres, on voyait donc que votre dispositif, c'est de faire confiance aux autres, mais vous faites preuve d'intérêt envers les autres, vous leur donnez de l'espace. En contexte relationnel, vous adaptez votre approche en fonction des différences individuelles que votre degré de considération pour les autres est corrélé aux perceptions que vous avez de leur intention. Donc, plus vous pensez que les gens ont des intentions positives à votre égard, plus vous leur faites confiance. Il y a quelques comportements de méfiance qui vont se manifester, mais ce qu'on voit ici en mode de vulnérabilité, la méfiance s'installe fondamentalement. Et donc, comme je vous disais, ça peut être approprié ici quand il y a une indifférence, sagesse de prise de distance avec des sollicitations exagérées. Par contre, on vous incite à mettre sur pause votre réflexe de ressentir immédiatement une impression négative sur les gens que vous rencontrez, donner une chance au coureur. Et c'est ici que je vous parlais qu'il faudrait valider les biais cognitifs qui vous habitent lorsque vous êtes soumis en mode stress. Il ne faut pas que vous inquiétiez de ça. Tout le monde a des biais cognitifs à l'égard des autres et de prise de décision. L'idée ici, c'est de les débusquer et de les amener vers une perspective plus réaliste. Puis les biais cognitifs, c'est comme si j'avais des jugements sur les autres Des avant l'examen. préjugements, c'est ça, des préjugements. Alors, les gens qui ont des scores élevés ici se disent sans préjugés. Mais c'est un peu factice parce que tout le monde est porteur de biais cognitifs. Donc, si on fouille un peu, on va découvrir qu'il y a quand même des biais cognitifs chez les gens. L'idée, c'est de débusquer et d'en comprendre la raison et les tester avec la réalité. Votre autre facteur, adaptabilité. Donc, on disait tout à l'heure, manifestation de recherche de stabilité, besoin de sécurité, et c'est approprié parce que ça permet de questionner la pertinence du changement. Mais vous pourriez être embourbé en demandant trop de preuves sur la pertinence du changement. Et donc, dans l'amélioration, réduisez les imprévus récurrents, prévoyez ceux qui se produisent le plus souvent. Donc, c'est des façons de faire de l'anticipation du futur à ce moment-ci. Et on voit donc en mode stress, vous faites des gains. Donc, il y a des stratégies d'ajustement de gains à ce moment-ci. Est-ce que j'ai des forces complémentaires pour celui-là? Parce que les deux sont proches. Oui, en fait, oui, c'est un bon point. Je suis allé trop loin. Entre rigidité et incertitude, ces scores complémentaires laissent entendre que l'imprévisibilité et l'impermanence des événements vous déstabilisent fortement. Il vous est difficile d'accepter le changement dans l'environnement. Les événements inattendus à forte intensité peuvent miner votre confiance que vous pouvez exercer un certain contrôle sur eux. Prenez conscience de l'impact de votre incapacité à changer de conduite, même si cela vous éloigne de vos objectifs. Analysez votre dialogue intérieur imprégné de biais cognitifs et confronté à la réalité. Alors, ce que je vous suggérerais ici comme méthode, éventuellement, si on travaille ensemble, ça va être, on appelle ça les cercles d'influence. On va étudier les cercles d'influence sur lesquels vous avez du contrôle et on va étudier les cercles d'influence qui sont hors contrôle. Et vous, dans votre désir de stabilité, vous êtes habité par un grand besoin de sentiment de contrôle de votre environnement. Et ça va au-delà de ce que vous êtes capable de contrôler. Donc, quand vous vous donnez comme objectif d'avoir une réaction de contrôle total sur l'environnement, vous vous mettez en mode d'épuisement. Ici, vous essayez de faire un petit gain en disant, il faut quand même que je laisse
une partition du lest un peu sur la sensation, sur la dimension du contrôle, mais il faudrait travailler ça comme dimension de base avec un outil qui s'appelle la besoin de contrôle et quels sont les événements qui sont à ma portée en termes de contrôle et quels sont celles qui sont hors contrôle et comment faire en sorte d'être capable de trouver un espace de vie intéressant, même à l'égard des événements qui sont hors contrôle. Donc, tu as un outil par rapport à ça, là, au cercle de Oui, contrôle. il y a un outil. Est-ce que ça fait du sens pour vous, ce que je vous explique Oui. de cette manière-ci? Discipline, discipline, je faisais référence, ça concerne la gestion des priorités et l'automotivation. Et donc, on voit que vous êtes capable de faire preuve d'autodiscipline. Il y a quand même beaucoup de comportements associés à l'autodiscipline. Votre carte maîtresse, c'est je suis capable d'être autodiscipliné, mais je joue d'abord la carte de est-ce que ce projet-là fait sens pour moi? Est-ce que j'ai le sentiment que je suis capable d'apporter un effort continu? Est-ce que je suis capable de retarder la gratification? Et que quand je suis soumis à du stress énorme, je fais des gains en termes d'autodiscipline. Par contre, ce qui apparaît ici, vous voyez, vous aviez l'indiscipline qui avait quelques facteurs seulement qui étaient présents. Et vous demeurez en zone 3, mais vous passez de 42 à 58 C'est-à-dire qu'en mode de vulnérabilité, vous êtes capable de faire preuve d'autodiscipline, mais en même temps, vous allez questionner la chose. Et si la réponse ici n'est pas satisfaisante, vous risquez de glisser davantage dans l'indiscipline, c'est-à-dire que vous risquez de faire la procrastination, de dire je vais m'y attaquer demain, je vais m'y attaquer la semaine prochaine. Est-ce que ça, lorsque vous êtes en mode stress, vous trouvez que ça vous reflète comme réalité? Mhm. Ben, je sais ça, je trouve que la discipline, ben, elle augmente là, quand je suis plus stressée. Mais je vois aussi que j'ai tendance, là, c'est ça, à peut-être plus procrastiner ou à questionner les choses. Oui, ça pourrait se produire. Ici, dans l'indiscipline, le désengagement peut être porteur d'une réflexion utile en disant est-ce que ça vaut la peine que je le fasse? Mm. Mais si vous glissez ici fréquemment, l'engagement est de surface et traduit souvent une perte de sens ou un sentiment de non-sens. Et vous vous souvenez que quand vous avez fait votre exercice préalable, vous disiez je perds du sens ou je perds de l'intérêt quand je fais des tâches répétitives ou telle chose, telle chose, telle chose. Ça permettrait de voir que ça se reflète ici. Et finalement, votre optimisme, ça concerne la capacité d'anticiper le futur et ça concerne la dimension des prises de décision. Alors, si jamais on travaille ensemble, on étudierait votre processus décisionnel. On regarderait les décisions que vous avez prises dans la vie dont vous êtes satisfait et on regarderait les décisions que vous avez prises dans la vie que vous regrettez. Règle générale, mais ce n'est pas un absolu. Les décisions qu'on prend dans la vie dont on est satisfait ont tendance à résider vers l'optimisme réaliste. Et les décisions qu'on regrette ont tendance à avoir été prises soit dans un optimisme naïf, soit dans une perspective pessimiste. Alors ici, on porte des lunettes roses. Ici, on porte des lunettes noires. Et ici, on porte des lunettes claires. Ça ne veut pas dire que les décisions prises ici sont toujours mauvaises. Il peut y en avoir eu des bonnes parce que ça favorisait la prise de risque. Voir large et loin en tentant sa chance, l'utopie qui fait avancer. Donc, à l'occasion, ça peut être bon. Les décisions prises dans le pessimisme, à l'occasion, peut être bonnes, prévenir des dérapages trop risqués. Mais les décisions prises par l'optimisme réaliste, c'est regarder en face les points faibles d'une situation, découvrir ce qui peut être neutralisé. Alors, dans votre cas, c'est l'optimisme naïf qui a tendance à gouverner vos prises de décision et anticiper le futur en vous disant le futur va bien tourner pour moi. Et donc, prendre des décisions basées là-dessus, qui à l'occasion peuvent être intéressantes et positives, mais certaines peut-être que vous avez regrettées. Par exemple, un achat impulsif.
Vous dites, je me vois en achetant ça, ce produit-là, et ça va me rendre heureuse. Puis là, 6 mois après, je n'aurais pas dû l'acheter parce que vous n'avez pas fait suffisamment d'analyse des avantages et des inconvénients. Quand vous êtes en mode vulnérabilité, que le stress s'installe, on voit que vous quittez la zone d'optimisme naïf, vous habitez davantage l'espace d'optimisme réaliste, c'est intéressant, donc vous faites un gain, un comportement d'ajustement efficace, mais on voit que votre pessimiste, qui avait quelques éléments ici, à 42 gravit à 56 ici. Donc, vous êtes à cheval ici. Et si, en mode de vulnérabilité, les réponses, les choix effectués à partir de l'optimisme réaliste ne donnent pas rapidement réponse à votre processus, vous risquez de glisser ici en vous disant ça ne sert à rien, ça ne donne rien, je suis vraiment avec mes lunettes noires ici. Est-ce que vous trouvez que ça vous ressemble comme processus? Je dirais que oui, mais c'est ça, je tombe plus dans le réalisme là, quand je suis stressée. Ouais. J'ai moins tendance à prendre des décisions sur un coup de tête, par exemple. Alors, j'ouvre une parenthèse ici là, pour les certifiés. Il faut bien considérer ici les deux axes de travail. L'anticipation du futur, très positive, en tenant compte de la réalité avec les lunettes noires, et les décisions qui y sont associées. Alors, il est important de revenir avec la cliente en disant, parle-moi d'une décision que tu as déjà prise dans le passé et dont tu es particulièrement satisfait. Et parlez-moi une décision que vous avez prise dans le passé que vous regrettez. Et vous allez voir que la tendance lourde, c'est que les décisions que les gens regrettent ont été prises soit ici, soit ici. Mais ça ne veut pas dire que c'est 100% des décisions qu'on regrette qui sont prises ici, mais ont tendance forte à être plutôt ici. Et les gens vont vous dire que les décisions dont ils sont satisfaits vont avoir des tendances à être prises dans le volet de l'optimisme réaliste, mais pas toujours, parce que si on est ici exclusivement, euh, il pourrait y avoir danger de mal lire les évolutions positives possibles. Donc, de faire de l'analyse qui paralyse par rapport à la décision pour être sûr de ne pas se tromper. Et d'autant plus que notre cliente ici, dans l'optimisme réaliste, si vous vous souvenez tout à l'heure, par rapport à son adaptabilité, elle était dans le mode rigidité. Donc, plus elle va vouloir être dans un mode de sécurité, plus elle risque de fonctionner ici en mode stress en faisant de l'analyse qui paralyse. Là. On comprend bien ici que c'est une simulation, donc ces résultats-là sont antagonistes, mais c'est quand même l'idée de faire la démonstration de ceci. On va maintenant demander à Jasmine, toujours dans son rôle de supposée cliente, de dire qu'est-ce qu'elle retient et elle va nous dire à la fin si ça a été suffisamment appétissant pour elle pour dire oui, j'aimerais être accompagnée en mode de soutien, de coaching pour progresser à l'égard de mon capital de résilience. Alors, Madame Jasmine, voulez-vous partager vos commentaires? Ben, je trouve que ça me ressemble quand même bien. Puis, ben, merci Lionel d'être allé plus en profondeur parce qu'il y a des choses que je comprenais moins. Là, par exemple, l'incertitude, l'adaptabilité, c'était pas trop clair pour moi. Aussi, je comprends que on a fait le sommet, mais après ça, on a commencé par la fin, donc l'énergie en premier parce que c'est ça le facteur le plus important que je devrais travailler en premier, c'est ça? Absolument. Et chaque fois qu'on propose d'accompagner un individu dans son développement, on commence toujours par la base de la pyramide. Vous vous souvenez que Audace est faite sous forme pyramidale. Le premier facteur étant la base de la pyramide. Si la base de la pyramide est fragilisée, ici, ça met en péril les autres facteurs. Parce que Mhm. la personne s'épuise plus facilement, donc risque d'avoir moins de sens des autres, peut présenter plus de rigidité, etc. Alors, c'est pour ça qu'on commence avec la base de la pyramide. Ça m'a donné aussi envie d'avoir des outils puis de comme faire une progression, là, voir comment je suis maintenant puis comment je suis, je sais pas, là, dans 6 mois peut-être, un mois. Puis tu as parlé des harnais de la confiance, des cercles, comment ça s'appelait? Cercle de... L'influence, les Oui, cercle cercles. d'influence, voilà.
cette influence. Donc, ça, je vois qu'il y a des outils là, qui sont reliés à ça, fait que je pourrais progresser sur certains facteurs particuliers, ouais. Donc, on termine ici, mais je fais une petite parenthèse là, pour les futurs certifiés. Je vous rappelle le déroulement. Il y a eu des questions d'amorce qui servent à introduire le passé de l'individu avec l'utilisation de tests, si jamais ça a été le cas. Si jamais ça n'a pas été le cas, ben, on passe rapidement à la diapo numéro 2 que vous avez vu, qui était, pouvez-vous nous donner les activités qui sont source d'ennui ou de perte de sens versus tension et source de stress, qu'on pourrait réintroduire comme information au niveau d'un des facteurs qui sont ici. Et au milieu, il y avait des activités qui nourrissent la personne, qui lui donnent de l'énergie. Et donc, on peut réinvestir ça ici. Par la suite, la proposition à la cliente, c'était deux façons d'interpréter les résultats. La page sommaire suivie des sous-échelles ou la page sommaire par facteur et avec immédiatement passer aux sous-échelles. Vous voyez que la cliente elle-même tout à l'heure a dit ah, c'est pas très clair cette histoire-là, est-ce qu'on peut aller immédiatement en sous-échelle? Donc, il ne faut pas oublier que ça lui appartient. Et en conclusion, elle demeure l'experte de son type là, au niveau du profil audace. Elle peut contester, invalider. C'est pour ça qu'il faut absolument faire le processus de mise en preuve. Donc, en souhaitant que ça vous soit utile comme exercice, on se revoit bientôt pour les autres blocs de formation audace. Merci Merci. beaucoup, Lionel.